Bonjour, vous écoutez Panorama de Luxe, un nouvel épisode avec Jean-Michel Bérégovoy. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler à la fois d'une passion pour la musique parce qu'on te connaît aussi par la politique, mais il y a une grande passion pour la musique. Et je voulais, sans perdre de temps, comment tu as découvert un peu ce qui a été un peu l'épiphanie pour toi musicale, le morceau qui a vraiment créé une passion pour le rock et puis ensuite pour le métal. Alors d'abord, c'est grâce à ma sœur aînée qui a 10 ans de plus que moi que j'ai découvert le rock'n'roll et aussi ce qu'on a appelé tout doucement le hard rock, puis par la suite le heavy rock, puis heavy metal et maintenant le métal. Beaucoup de groupes, les Who, Ten Year After, T-Rex, Alice Cooper, Deep Purple bien sûr, mais il y a un morceau qui m'a vraiment révélé la puissance musicale que pouvait être le rock'n'roll, c'est la chanson des Beatles, c'est Helter Skelter, qui est pour moi la première vraie chanson de hard rock, méconnue, en tous les cas méconnue chez les amateurs même des Beatles, parce que c'est pas forcément leur signature naturelle. Mais en réalité, si on écoute bien leur évolution, notamment à la fin de leur carrière, il y a une évolution vers un rock beaucoup plus rugueux et vers une réflexion aussi sur la musique beaucoup plus minimaliste et rugueuse qui laisse apparaître les prémices. Alors, c'est pas les seuls, mais en tous les cas, les prémices de ce que va être le hard rock dans toute la fin des années 70 et le début des années 80. Alors, on va écouter Helter Skelter qui est issu du fameux album blanc. Puisqu'il était immaculé avec juste un numéro derrière. Et on revient juste après. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. Where I stop and I turn and I go for a ride. Till I get to the bottom and I see you again. Yeah, yeah. But don't you want me to love you? I'm coming down fast, but I'm miles above you. Tell me, come on, tell me the answer. Well, you may be a lover, but you ain't no dancer. No, Helter Skelter. Helter Skelter. Helter Skelter. Won't you want me to make you? I'm coming down fast, but don't let me break you. Tell me the answer. You may be a lover, but you ain't no dancer. Look out, Helter Skelter. Helter Skelter. Helter Skelter. Horses you come. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide, and I stop and I turn and I go for a ride, and I get to the bottom and I see you again. Yeah, yeah. But don't you want me to make you? I'm coming down fast, but don't let me break you. Tell me your answer. You may be a lover, but you ain't no dancer. Look out, Helter Skelter. Helter Skelter. Helter Skelter. Look out, Helter Skelter. You're coming down fast. Yes, she is. Yes, she is. Coming down.
Voilà, c'était Helter Skelter. Alors, c'est vraiment un des morceaux. Et puis ensuite, tu es passé assez vite au métal, enfin, hard rock et métal, pour être plus précis. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'était, à l'époque, sociologiquement, ça fait un peu de sociologie légère, on s'aperçoit que les jeunes, on va dire, de cité, de classe ouvrière, écoutaient beaucoup de hard. C'était un peu le rap de l'époque. Bah, c'était ça avait la même valeur, quoi. Oui, c'était. Nous, on était tous issus de quartiers populaires. Moi, j'étais fils à l'origine de quelqu'un qui était un ouvrier de la SNCF, qui a fait après son chemin dans cette entreprise, qui est devenue cadre. Mais on vivait dans des cités, notamment de la rive gauche de Rouen. Et il y a une musique qui s'est mise comme ça, vraiment à irradier nos vies, comme une traînée de poudre qui s'est vraiment construite sur tout le secteur, en tout cas où j'habitais. C'était le hard rock, d'abord bien sûr avec des groupes mythiques, AC/DC, Aerosmith, voilà, Trust pour la France, et puis la découverte de ce qu'on a appelé le heavy metal, c'est-à-dire cette musique qui venait notamment d'Angleterre à l'époque, avant la nouvelle vague. On en parlera peut-être après, mais et avec plusieurs groupes mythiques, notamment Black Sabbath, mais tout le monde est fan de Black Sabbath aujourd'hui, qu'ils ont arrêté, mais en réalité à l'époque, c'était vraiment le groupe phare, les deux groupes phares, c'était Motorhead. J'ai adoré, moi, ma première veste, il y a un premier patch sur une veste, c'était un patch de Motorhead, mais la révélation, c'est l'album British Steel, et avec cette chanson Metal Gods de Judas Priest, qui était vraiment un groupe incroyable, d'une puissance terrible, comme un marteau piqueur qui vous rentre dans la tête, comme une espèce de machine qu'on ne peut pas arrêter. Et c'est vrai que pour les jeunes qu'on était, en quête d'identité aussi, avec certainement une part de contestation extrêmement forte. On venait des quartiers où nos parents étaient tous syndicalistes, membres de partis de gauche, etc. C'est le moment où le changement de 80 allait s'opérer. Évidemment, cette musique Metal Gods, British Steel, cette musique heavy metal, ce groupe Judas Priest nous parlait, en tous les cas, moi me parlait très fort. Et d'ailleurs, avant de l'écouter, Metal Gods, il y a un lien avec Judas Priest qui vient de Sheffield, où l'industrie du métal, hein, les sidérurgies, donc et eux ils viennent de quartiers populaires. Et donc il y a un lien aussi avec leur alors peut-être qu'à l'époque vous ne le saviez pas, mais il y avait beaucoup de groupes. Enfin, moi je l'ai compris plus tard, parce que c'est vrai qu'il faut lire, il faut se renseigner. Voilà, les choses, ouais. Exactement, mais moi j'ai effectivement découvert par la suite, comme beaucoup, on a découvert, on était un certain nombre quand même à en faire en même temps, mais que la plupart de ces groupes n'étaient pas des professionnels de la musique. Ils venaient souvent d'un milieu aussi très ouvrier. Ils avaient eux-mêmes souvent travaillé. Hein, les gens de Black Sabbath avaient travaillé à l'usine, et c'est parce que d'ailleurs ils voulaient plus travailler qu'ils sont devenus musiciens. Ça a été le cas pour les gens de Saxon, par exemple, pour les gens de Judas Priest aussi. Enfin, il y avait un certain nombre de jeunes musiciens qui avaient eu le choix. Alors eux, ils avaient eu, tout le monde l'a pas eu, mais ils ont eu le choix entre améliorer leur technique et devenir des musiciens professionnels ou retourner à leurs conditions ouvrières, qui n'est pas honteuse. Dans tous les cas, eux, c'était très dur à l'époque, en plus en Angleterre. Hein, notamment, il n'y avait pas vraiment beaucoup de possibilités de faire des études, parce que coûtaient par rapport à la France, où les études coûtaient très très cher. Donc le seul ascenseur social, c'était soit le foot ou la musique en Angleterre, un petit peu. Oui, l'art en général, parce qu'il y avait quand même des écoles d'art qui avaient été créées après la guerre, où il y avait pas mal d'artistes qui sont passés, des gars comme Bowie, etc. Mais c'est surtout que, oui, c'était l'époque de Thatcher, faut pas oublier ça. C'est une époque violente, une époque dure, c'est une époque où la classe ouvrière va se faire briser, hein, les syndicats anglais vont être brisés, il y aura des chansons célèbres, notamment Iron Maiden fera une chanson qui s'appelle Woman in Uniform, et ces groupes, ils revendiquent certainement une espèce de colère, mais la colère, contrairement au punk qui s'écrivait à travers les paroles, dans le hard rock et dans le heavy metal, le heavy rock comme on l'appelait en Angleterre, la colère était plus par la musique et la puissance du son et des guitares. On écoute le morceau tout de suite, c'est de Judas Priest. Techno, seed, feet, splendid. If all
Voilà, c'était Metal Gods. Et alors, justement, tu me parlais de la New Wave British Heavy Metal que tu as découvert au début des années 80 et que tu as suivi avec des groupes, il y avait Iron Maiden. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que là, je crois que c'était vraiment important dans la découverte de la musique. Ah ouais, ça a été la claque. Le premier Iron Maiden. Alors d'abord, il faut savoir que j'avais cette chance d'être, comme j'étais fils de cheminot, on pouvait aller en Angleterre gratuitement 2 fois par an. Avec le bateau à l'époque, hein. Il n'y avait pas encore le tunnel sous la Manche, et donc un jeune comme moi qui arrive à Londres, il arrive à ce moment-là de ma vie, hein. C'est moins le cas aujourd'hui, mais dans la Mecque entre guillemets, hein, je me permets cette expression-là, du heavy metal, c'est-à-dire que tous les groupes sortaient de là-bas à ce moment-là. L'Amérique était quand même moins prolixe. Et c'est vrai que il y avait énormément de vivacité culturelle dans le hard rock et dans le metal anglais, avec Def Leppard, Saxon, Girl School, et Diamond, mais notamment ce groupe Iron Maiden qui va, alors là pour le compte, mettre tout le monde d'accord. C'est ce groupe avec ce premier album. Alors c'est pas forcément c'est un très grand album. Après il y aura d'autres albums peut-être encore meilleurs, mais cet album il a été une claque. Fondateur un peu. Ouais, franchement, quand je l'ai acheté, alors j'ai acheté en Angleterre celui-là, le Killers qui suivra, je l'achèterai dans un petit disquaire de la rive gauche à Saint-Sever. Mais donc je vais attendre pour l'écouter vraiment. Je vais le mettre sur ma petite chaîne hi-fi, qui n'était pas une chaîne hi-fi très luxueuse à l'époque, et je vais entendre les premiers morceaux. Et là, je sais que ma vie sera plus la même. En tous les cas, musicalement parlant. Et c'est un amour qui dure encore aujourd'hui. Les fans de Maiden, ils restent, je pense, à vie. Maiden continue toujours et bien sûr. Je les ai même vus 2 fois. Je les ai vus 2 fois. 2 fois cet été, donc j'ai dû les voir 25-30 fois sur scène. Et encore, j'ai arrêté de les écouter, de les voir pendant presque 20 ans de ma vie, pour des raisons X et Y. Et quand j'y suis retourné, grâce à mon ami Jean-Paul, qui est aujourd'hui malheureusement décédé, je suis allé voir la tournée Final Frontier, et j'ai aussitôt retrouvé cette passion qui est toujours cheville au corps aujourd'hui et qui m'appelle fréquemment à retourner les voir, comme j'essaierai de le faire cet été au Hellfest, parce que c'est comme un pèlerinage pour nous d'aller voir Iron Maiden. Mais il faut écouter les premiers morceaux, et notamment la toute première chanson du tout premier album, c'est Prowler, c'est le rôdeur, c'est Eddie, hein, qui commence sa vie d'artiste aussi, lui aussi, la mascotte de Iron Maiden, exactement. Et cette chanson, c'est loin d'être la meilleure, mais elle tout de suite, elle donne le ton et elle explique ce qu'on va vivre pendant près de 50 ans. On va écouter Prowler et on revient tout de suite. Walking through the city, looking
c'était Proller. Et alors justement, on parlait de, il y a aussi un lien aussi d'amitié entre les fans de métal. C'est une communauté, mais ça dépasse la musique aussi. Et là, on en vient un peu, alors, de manière un peu détournée par la politique, au sens noble du terme. C'est-à-dire qu'il y a quand même une solidarité, il y a des valeurs dans le public, dans certaines franges du public d'amitié, Il y a plus de sincérité, plus de camaraderie et plus de fidélité dans le métal que dans la politique. Ça, c'est sûr. Oui. Je peux en témoigner moi-même. Il y a des vraies belles histoires dans la politique quand même. J'ai des amis que j'ai gardés pendant des dizaines d'années. Mais quand même, malgré tout, le métal, c'est la famille. Quelqu'un a écrit sur son Facebook il y a 3 ans de ça, il avait été pour la première fois au Hellfest et il avait inscrit sur son message « Ça m'a fait du bien, la famille était réunie ». C'est vraiment ça l'esprit, c'est une famille qui a évolué avec le temps, qui s'est féminisée, c'est sûr, qui se rajeunit en permanence. C'est pas qu'une musique d'hommes de mon âge. Non, il y a des jeunes maintenant qui... Beaucoup. Et des jeunes femmes aussi. Exactement. Alors avec des styles différents, c'est une musique qui a changé. Le solo n'est plus forcément la marque. Quand j'étais voir Gojira il y a quelques jours de cela, et il y a quasiment plus de solo dans le métal moderne. Nous étions les amoureux des grands guitares héros, Blackmore, les guitaristes du Faux, les guitaristes de Sinisi. Enfin, il y avait énormément Michael Schenker. Enfin, il y avait des grands guitaristes. Bien sûr, Randy Rhoads, le regretté Randy Rhoads, mort trop jeune, guitariste sur le premier album d'Ozzy Osbourne. Mais voilà, c'est une musique qui évolue, c'est normal. Les temps changent, la société bouge et la musique évolue aussi avec son temps. Mais il y a quand même des jeunes, voilà, qui découvrent aussi les classiques tout en écoutant des nouveaux groupes. Donc c'est une musique qui est quand même vivante, quoi. Oui, quand je vais pas voir. muséifié de... Non, quand tu vas voir Iron Maiden, tu vois que la moitié de la salle, c'est des gens qui ont moins de 25 ans. Donc c'est vrai que ça évolue en permanence. Et puis bon, il y a quand même une appétence à avoir ces grands groupes qui s'y sont restés si longtemps, c'est pas pour rien non plus, à la tête du style. Non, simplement, quand on allait dans les années tout début 80, moi je me rappelle des festivals en 82, 83, bon, c'était chaud parfois, c'était quand même... Voilà, il y avait plus de violence. Oui, c'était la violence liée à la société dans laquelle on évoluait, puis surtout d'où on venait. On venait des cités où il fallait faire sa place, des fois. Et elle se faisait parfois à coups de poing, donc c'était comme ça. Et puis aujourd'hui, c'est une musique quasiment de gentils garçons et de gentilles filles. Oui, il y a même à la limite les parents et les enfants qui vont venir. Et les grands-parents. Les grands-parents, plusieurs générations qui vont ensemble voir le concert. Oui. Exactement. Et puis c'est vraiment aller au Hellfest, c'est prendre aucun risque. Quasiment. Enfin, moi je sais pas. Il faut faire attention au retour, parce qu'il y en a qui boivent pas mal là-bas. Mais sinon, c'est prendre quasiment aucun risque, parce que c'est un public qui est devenu un public extrêmement sympathique, où chacun fait attention à l'autre. On voit ces espèces de cercles quand les pogos géants. Si quelqu'un tombe, aussitôt il est ramassé, et vraiment avec beaucoup de bienveillance. Donc je crois qu'il y a vraiment un modèle autour du métal qui est un modèle de la fraternité, oui, je pense, oui. Et de la sororité. Des belles valeurs. Et alors, on va passer aujourd'hui aussi à Metallica. Parce que Metallica, avec It's the Light, mais avant de l'écouter, on va parler un peu de Metallica, parce qu'eux, ils ont représenté aussi un changement à l'époque, où pour résumer très rapidement dans les grandes lignes, le métal avait un peu tendance à aller dans une espèce de glam un peu artificielle de Los Angeles, Hollywood, avec des tenues affriolantes et des musiques un peu déconnectées de la réalité des jeunes de l'époque. Et Metallica était un peu un groupe qui ressemblait enfin à ses fans, avec une musique plus directe, moins apprêtée et puis moins artificielle, un côté plus authentique, quoi. Il y a eu le public s'est scindé en deux à l'époque. Il y a ceux qui ont adoré cette version hollywoodienne, sirupeuse du heavy metal, du hard rock, qui était vraiment caricature d'elle-même. Il faut regarder le film Spinal Tap pour voir à quel point ça peut devenir une caricature. Excellent film. Et par rapport à ça, il y a des groupes qui ont réagi et qui ont dit non, nous on veut retourner aux origines. D'ailleurs, des groupes qui avaient aimé Judas Priest, Iron Maiden, des groupes qui avaient aimé Motorhead.
et qui ont dit non, il faut qu'on reparte aux origines, cette musique est une musique de contestation, de son, quoi, de son sans compromis, sans compromission. Et le groupe qui, à mon avis, a révélé ce mouvement, c'est Metallica. Moi, j'étais allé à Londres, j'avais acheté Kerrang, c'était un fanzine métal très connu en Angleterre, et il s'était marqué dessus que le bassiste Burton était meilleur que Steve Harris. Enfin, Steve Harris étant le bassiste d'Iron Maiden, je me suis dit qu'il faut quand même que j'aille voir ce qui se passe. Donc j'ai acheté en import leur premier album qui s'appelait Kill 'Em All, et je l'avais pareil pas écouté, il a fallu que je rentre chez moi pour l'écouter. Et quand j'ai mis sur la platine la phase 1, est sorti le son de la chanson Hit the Lights. Et là, pour le compte, je crois que j'avais jamais pris une claque comme ça musicale. Et j'ai su tout de suite, je l'ai fait écouter à plein de copines et de copains, j'ai réuni pas mal de monde en disant écoutez, j'ai un truc super. Et on a su, parce que les autres aussi d'instant ont su que ce groupe allait tout renverser sur son passage. Et en plus, ils nous ressemblaient, c'était nous, ils étaient pas avec des fanfreluches, ils étaient d'une musique pure, il n'y avait pas vraiment d'artifice, etc. C'était vraiment la musique comme je l'avais vécu la première fois que j'avais été en Motorhead à la tournée Ace of Spades. Il y avait quelque chose comme ça de brut, mais de brut et en même temps d'extrêmement travaillé. C'est pas, il faut que les gens comprennent que le métal, c'est pas une musique de bon marché. C'est vraiment les gens sont des travailleurs, c'est des musiciens, c'est des grands musiciens. C'est une technique vraiment extrêmement bonne, mais par contre, il faut le feeling. Il y en a qui ont la technique. Il y a un excellent groupe de speed metal qui ont que de la technique. Ils vont très vite. Metallica, ils avaient la technique, mais surtout, ils avaient le feeling. Ils avaient les morceaux. Et Hit the Lights, pour moi, ça a été une révélation. J'ai eu plusieurs claques dans ma vie musicale, pas seulement d'ailleurs dans le métal, mais là, en l'occurrence, ça a été un moment incroyable. Ouais. Bon, on va écouter Hit the Light.
voilà, c'était In the Light. Et puis alors juste pour finir, c'est vrai que Metallica aussi, je me souviens bien, ils avaient aussi un discours assez anti-militariste, plutôt pour la paix, plutôt. Si c'est bien eux qui avaient fait avec Johnny s'en va en guerre ou. Alors, Metallica, en réalité, il y a deux têtes dans Metallica. Il y a le chanteur-guitariste James Hetfield, qui est plutôt républicain et pro-armes, etc. Ah oui, donc voilà. Donc, mais le batteur, lui, d'ailleurs, il raconte souvent ça. Il vient du mouvement socialiste, ses parents ou sa famille, en tous les cas, il vient je crois, du Danemark ou de Norvège, je ne sais plus exactement, et où ils étaient plutôt militants de gauche. Et lui a amené, lui, c'est vraiment c'est lui qui a mis ça dans la tête pensante du groupe, et il a ramené des idées progressistes contre la peine de mort, pour l'égalité aussi, et notamment pour l'égalité sociale. Ils ont fait des chansons, en tout cas ils ont soutenu des mouvements de ce point de vue-là. Je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui intellectuellement dans une Amérique qui dérive extrêmement fortement. Je ne sais pas où on est, parce que le métal, en tout cas le hard rock métal, appelons-le comme ça, américain, c'est partagé. Tous les jeunes groupes ou les groupes qui sont issus de la mouvance des années 90 autour du grunge, etc., et puis de ce qui a été le speed metal autour de Metallica, ont plutôt, puis ensuite aussi ce qu'on a appelé le new metal, etc., ils ont plutôt pris fait et cause pour ceux qui résistent à Trump. Et les vieux hard rockers, ceux de mon enfance, que j'ai pu aimer, que j'ai pu même adorer parfois, Kiss, Ted Nugent, etc., ils ont pris fait et cause pour Donald Trump. Donc il y a c'est pas une musique politique au sens où le punk, lui, a été une musique politique anti-système dans sa globalité. Le hard rock, le heavy metal, le speed metal, le metal aujourd'hui, c'est une musique qui est partagée. Il y a ces militants clairement engagés dans des luttes et qui soutiennent d'ailleurs les mouvements, comme l'a pu le faire Iron Maiden pour les mineurs contre Margaret Thatcher ou contre la guerre là-bas des Malouines. Mais il y a aussi ces groupes qui ne s'intéressent pas à la politique, c'est la CDC, typiquement, qui fait du rock'n'roll pur et dur, sex, drug, rock'n'roll, vraiment. Voilà, il suffit d'écouter les paroles, avec une chanson incroyable, on ne l'écoutera pas, mais que je conseille à ceux qui écouteront l'émission, c'est vraiment Overdose, sur l'album Let There Be Rock, avec une chanson incroyable, où on sent l'overdose monter avec la guitare. Et puis il y a ces groupes qui sont des groupes conservateurs, clairement identifiés à droite, voire à extrême droite. Alors par contre, dans le métal d'extrême droite, par exemple, il n'a pas le droit de citer au Hellfest. Au Hellfest, voilà, il y a plein de valeurs aussi au Hellfest. Voilà. Oui, parce que ceux qui ont créé le Hellfest, Barbeau et son équipe, sont plutôt dans ceux qui pensent que d'abord c'est la musique qui doit primer, et ensuite la musique doit être aussi synonyme de liberté et d'égalité. Voilà, pour tous de valeurs positives. Exactement. Donc voilà, et moi j'essaye je suis un militant de gauche, progressiste, j'essaie toujours essayer de défendre des valeurs. Ceux qui me connaissent savent que je suis vraiment ancré sur ces valeurs, et j'ai aussi pris une partie de ces valeurs dans le monde du métal. Et ce monde du métal m'a aussi permis comment dirais-je, de garder pied dans une société qui est la société du spectacle, qui est la société de la musique, de la fête, etc. Et je trouve beaucoup de plaisir à continuer à y avoir des concerts à mon âge. En tous les cas, j'en ai vu des centaines, peut-être même plus, et je continuerai à en voir le temps que ma santé me le permettra. Et on se donne rendez-vous pour celles et ceux que ça intéresse au Hellfest. Eh oui, ça sera au mois de juin, autour de la fête de la musique. Très bien. Je vous remercie pour le temps passé, et puis on se donne rendez-vous sur peut-être au Hellfest ou dans des concerts de la CDC ou autre. Probablement.